Berlin silencieux. Février 1933, le siège de la démocratie allemande se dresse, comme il le fait depuis des décennies. Un monument à la République, à l'idée que le peuple puisse se gouverner lui-même à l'intérieur de ses chambres. Des lois ont été débattues, des coalitions forgées et brisées, le travail laborieux de la démocratie accompli sous des plafonds ornés. Puis, au cœur de la nuit, le Reichstag brûle. Les flammes dévorent le bâtiment. De l'intérieur, le verre se brise. Le grand dôme brille d'un orange incandescent contre le ciel d'hiver. Lorsque l'incendie est éteint, le Parlement allemand n'est plus qu'une ruine calcinée. Ses murs noircis, sa chambre éventrée, son symbolisme détruit. Mais la véritable destruction ne réside pas dans la pierre et le verre. Elle réside dans ce qui suit. En l'espace de 2 mois après cet incendie, la constitution de Weimar est suspendue. Les libertés civiles disparaissent. Le parti nazi se voit accorder le pouvoir de contourner entièrement le Parlement. Une démocratie qui a mis des années à se construire est démantelée en quelques semaines. C'est la première étape décisive d'Adolf Hitler pour transformer l'Allemagne d'une démocratie en une dictature. Mais Hitler n'est pas une anomalie. Il fait partie d'un schéma qui se répète à travers les continents et les décennies. L'histoire est jonchée d'exemples de la manière dont les dictateurs sont arrivés au pouvoir. Et lorsque l'on place ces exemples côte à côte, quelque chose de troublant émerge. Les techniques sont presque toujours les mêmes. Quelles sont les circonstances qui mènent à la tyrannie ? Quels sont les thèmes communs et quelles méthodes ces dirigeants utilisent-ils pour se hisser au sommet ? Les réponses ne résident pas dans l'extraordinaire, mais dans l'effroyablement ordinaire. Les dictateurs croient détenir la solution aux problèmes de la société. Ils ont une vision de ce que leur nation pourrait être, mais avant de pouvoir remodeler une culture, avant de pouvoir promettre un nouveau monde, ils doivent discréditer celui qui existe. Ils doivent cultiver un sentiment de mécontentement. Ils doivent commencer par détruire l'ancien. Une dictature, en son essence, est un système où une seule personne détient tout le pouvoir. Il n'y a pas de représentation, il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de véritable liberté civile. C'est l'opposé du régime démocratique, car elle frappe au cœur même du processus démocratique. La volonté du peuple, l'autorité du Parlement, l'existence de lois qui s'appliquent également à tous. Dans une démocratie, le pouvoir est distribué et limité. Dans une dictature, il est concentré et absolu. Et le chemin de l'une à l'autre est plus court que la plupart des gens ne l'imaginent. Qu'un dictateur s'empare du pouvoir par la révolution ou exploite un système existant de l'intérieur, chaque dictateur croit que ses actions sont légitimes. Cette conviction, ce sentiment de certitude vertueuse, est le moteur qui les propulse. Et le XXe siècle a vu l'arrivée de certains des dictateurs les plus connus de l'histoire, durant les années de l'entre-deux-guerres notamment, un schéma a émergé. Les pays où les dictateurs sont montés au pouvoir faisaient face à un désordre social et économique considérable. La polarisation était omniprésente. La confiance dans les institutions s'était effondrée. Et dans ce chaos, se sont engouffrés des dirigeants charismatiques qui promettaient de résoudre les problèmes de tous. Les dictateurs de cette période ont perfectionné chaque étape vers le contrôle total. Chaque action avait un objectif précis, et que les politiciens d'aujourd'hui aux aspirations similaires suivent consciemment ou non ce même manuel, les techniques sont exposées pour que nous puissions tous les voir. Dans les pages qui suivent, nous retracerons l'ascension de 6 figures de ce type. Adolf Hitler, Benito Mussolini, Mao Zedong, Joseph Staline, Muammar Kadhafi et Augusto Pinochet, 6 hommes issus d'idéologies différentes, de continents différents, de décennies différentes, et pourtant, lorsque l'on place leurs histoires côte à côte, les parallèles sont impossibles à ignorer. Chacun a exploité une crise, chacun a promis le renouveau, chacun a démantelé les institutions qui se dressaient entre eux et le pouvoir absolu, et chacun a laissé derrière lui un héritage mesuré non pas en progrès, mais en souffrance. Leurs histoires sont un avertissement, non pas issu d'un passé lointain, mais d'un schéma qui n'a jamais cessé de se répéter. 15 ans avant l'incendie qui détruisit le Reichstag, Adolf Hitler n'était personne. Un estafette durant la Première Guerre mondiale, assez courageux pour mériter des décorations, mais anonyme à tous les égards qui comptaient. Lorsqu'il rentra chez lui en novembre 1918, il entra dans une Allemagne très différente. Le Kaiser Guillaume II avait abdiqué. La nation se débattait avec la démocratie sous la forme de son nouveau gouvernement, la République de Weimar. Avant de pouvoir accéder au pouvoir,
Hitler devrait démanteler cette expérience naissante d'autogouvernance. L'Allemagne était sortie de la Première Guerre mondiale dans un état de tourmente. La guerre s'était terminée par une défaite écrasante, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan psychologique. Le peuple allemand n'y était tout simplement pas préparé. Les sociaux-démocrates avaient remporté de manière décisive l'élection de 1919 pour diriger la République de Weimar. Mais l'un de leurs premiers actes politiques s'avéra catastrophique. Ils signèrent le traité de Versailles à la conférence de paix de Paris. L'article 230 et 1 du traité obligeait l'Allemagne à accepter la responsabilité de toute la guerre et enfermait la nation dans des réparations punitives. Le fardeau financier était stupéfiant. Des milliards de marks d'or qu'une économie ruinée ne pourrait jamais espérer rembourser. L'amertume de cette défaite engendra un traumatisme national qui s'infiltra dans chaque recoin de la vie allemande. Les socialistes blâmaient l'établissement militaire. Les soldats de retour, se sentant trahis, furent attirés par un mouvement de nationalisme radical. La violence, dans l'Allemagne d'après-guerre, était omniprésente. Le pays avait perdu une part importante de sa population et de son territoire. L'Alsace-Lorraine au profit de la France. De vastes étendues de l'Est au profit de la Pologne nouvellement créée, ces colonies d'outre-mer distribuées entre les vainqueurs et de nombreux citoyens aspiraient à l'empire révolu, blâmant les sociodémocrates pour sa perte. Un jeune Adolf Hitler partageait cet avis. Il considérait la République de Weimar comme faible et que la démocratie était, dans sa vision déformée, essentiellement une idée juive. Il accusait les Juifs et l'élite bourgeoise de tous les malheurs de l'Allemagne, puis l'Allemagne fut plongée dans une crise économique au début des années 1920. L'hyperinflation ravagea le pays, créant encore plus de distance et d'éloignement entre de larges pans de la population et le nouveau gouvernement. C'étaient des années de tourmente politique, et Hitler vit une opportunité d'exploiter le fort sentiment de nationalisme qui imprégnait la société allemande. Hitler s'était intéressé dès son plus jeune âge aux idées politiques, à l'idéologie. Il avait développé une grande partie de son nationalisme et de son antisémitisme durant ses années à Vienne, mais c'est lorsqu'il rejoignit le parti nazi qu'il commença à trouver sa voie, transformant véritablement ses idées en discours. Il trouvait cela enivrant. Ses discours devinrent une litanie de diatribes contre la République de Weimar, la blâmant pour les divisions internes de la nation, ses échecs économiques et son humiliation nationale, et cela fonctionnait. La popularité du parti nazi continua de croître, trouvant des alliés parmi de nombreux anciens officiers de l'armée. Les nazis se présentaient comme le phare de l'espoir, de la force et de la jeunesse, à une époque où de nombreux Allemands estimaient que le capitalisme et la démocratie les avaient trahis. L'Allemagne faisait face à des niveaux extrêmes de polarisation, et au milieu de tout ce chaos économique et social, Hitler émergea comme le leader charismatique qui allait résoudre les problèmes de tous. Hitler avait fait ses premiers pas vers la destruction de l'Ancien Régime et vers le pouvoir ultime. Mais même avant Hitler, à travers l'Europe, la dépression économique et la fragmentation politique offraient un terrain fertile à d'autres dictateurs qui promettaient force et stabilité. En Italie, en 1919, un homme nommé Benito Mussolini nourrissait un profond scepticisme envers la démocratie, la considérant comme un système défaillant. Il croyait que les partis politiques étaient une imposture et que le fascisme était plus simple. Tout le monde organisé sous le pouvoir de l'État. Il cherchait à transformer l'Italie pour concrétiser sa vision. Mais il n'avait pas toujours pensé ainsi. Il y a, en un sens, deux Mussolini. Il y a le Mussolini d'avant l'été 1914 et le Mussolini d'après. Le premier Mussolini, le jeune politicien, journaliste, activiste, était un socialiste et un socialiste extrême. Ce qui se passe en 1914, bien sûr, c'est la Première Guerre mondiale. Et la guerre divisa les partis socialistes à travers l'Europe. Car en termes idéologiques, aucun parti socialiste n'aurait dû soutenir un conflit dominé par des sentiments nationalistes. Mais Mussolini perçut un changement dans le sentiment italien vers le nationalisme et, avec des aspirations politiques, il décida de réaligner sa position. C'était, en théorie, au moins une conversion spectaculaire du socialisme révolutionnaire radical au nationalisme radical, voire révolutionnaire. Après la guerre, Mussolini fonda le parti fasciste en 1919. Le mouvement promettait de sauver l'Italie de la révolution communiste et évoquait des thèmes de restauration de la gloire romaine après la fin de la Première Guerre mondiale. Une combinaison de facteurs politiques, économiques et sociaux créa les conditions pour que le fascisme s'enracine. À l'approche des élections de 1921, beaucoup de ceux qui s'étaient autrefois ralliés derrière les socialistes gravitaient désormais vers les fascistes. L'Italie faisait face à une polarisation extrême. Il y avait un mouvement communiste montant, un énorme mouvement ouvrier. Le pays était paralysé par les grèves des travailleurs.
L'Italie était mûre pour qu'un dirigeant à la Mussolini arrive avec un programme ultranationaliste promettant un retour au jour de la Rome antique. Mais lors des élections de 1921, Mussolini et son parti fasciste ne purent obtenir la majorité. Ils furent contraints de former une coalition de droite avec Luigi Facta du Parti libéral italien comme Premier ministre. La position radicale de Mussolini le mettait souvent en conflit avec les autres membres de la coalition. En coulisses, il encourageait en privé les chemises noires, des escadrons d'action violents qui attaquaient et détruisaient les propriétés des organisations socialistes et communistes. Et ce que Mussolini et ses escadrons de chemises noires pouvaient dire, c'est qu'il défendait le pays contre ses ennemis, contre le communisme, contre la menace rouge. C'était un récit qui résonnait auprès d'une classe moyenne effrayée, auprès des industriels qui craignaient les troubles sociaux et auprès des propriétaires terriens qui voyaient leur autorité s'effriter. Petit à petit, le pouvoir fasciste commença à croître dans des bastions régionaux à travers le centre et le nord de l'Italie. Mussolini n'était pas encore aux commandes, mais il construisait la machine qui l'y porterait. Le schéma devenait clair, même si peu pouvaient le voir à l'époque. En Allemagne comme en Italie, les conditions étaient remarquablement similaires. Une population traumatisée par la guerre, une économie en crise, une démocratie trop jeune et trop fragile pour absorber les chocs, et dans cette brèche s'engouffrèrent des hommes qui ne demandèrent pas la permission. Ils prirent ce qu'ils voulaient et enveloppèrent cette prise dans le langage du salut. En octobre 1922, Mussolini était suffisamment confiant dans ses soutiens pour exécuter son coup d'État ultime. Capitalisant sur la faiblesse du gouvernement et les craintes d'une révolution socialiste, il menaça d'une manifestation de masse à Rome, une marche pour sauver l'Italie. Le 28 octobre, des manifestants fascistes et des paramilitaires chemises noires s'approchèrent de la capitale. Les fascistes enveloppèrent tout l'événement de propagande, construisant le mythe d'une force irrésistible. Ils prétendirent que 100 000 fascistes étaient prêts à prendre Rome. En réalité, seuls 20 000 marchèrent. Et ils attendaient à quelques kilomètres de la ville des ordres qui ne vinrent jamais. Mais cela fonctionna. Craignant un bain de sang, le roi Victor Emmanuel III persuada le Premier ministre Facta de démissionner et invita Mussolini à former un nouveau gouvernement. Ce fut un moment extraordinaire. Un mouvement qui n'avait remporté qu'une fraction du vote populaire, qui avait marché sur la capitale avec une fraction de la force qu'il revendiquait, s'était vu remettre les clés du pouvoir, non pas parce qu'il les avait méritées, mais parce que ceux qui les détenaient étaient trop effrayés, trop divisés ou trop myopes pour dire non. Un mois plus tard seulement, la Chambre des députés accorda à Mussolini les pleins pouvoirs pour contrer la menace socialiste. Désormais, il pouvait grignoter les institutions établies et renforcer les pouvoirs de la police et des groupes de milices pour éliminer toute opposition. C'était la première étape de Mussolini vers l'autorité absolue. Le précédent avait été établi et un jeune homme en Allemagne observait attentivement, avec avidité, ces événements à moins de 1000 km de là. Un Adolf Hitler de 34 ans imaginait sa propre ascension au pouvoir. Il s'émerveillait de l'approche machiavélique et audacieuse de Mussolini. La marche fasciste l'avait toujours inspiré, et la marche sur Rome de Mussolini, en octobre 1922, devint le modèle de ce que Hitler voulait faire. Un peu plus d'un an plus tard, il organisa sa propre marche à Munich, et elle tourna au désastre. Le soir du 8 novembre 1923, Hitler et une poignée de partisans, accompagnés de membres de l'organisation paramilitaire, la Sturmabteilung, la SA, firent irruption dans une brasserie de Munich où un autre dirigeant de droite prononçait un discours. Brandissant un revolver, Hitler proclama l'aube d'une révolution nationale. Ils marchèrent vers le cœur de la ville. Cela culmina en une fusillade avec la police, 15 nazis, 4 policiers et un civil furent tués. Hitler s'enfuit. Les rebelles furent bientôt arrêtés et Hitler fut condamné à 5 ans de prison pour trahison. L'événement, communément connu sous le nom de putsch de la brasserie, fit les gros titres dans toute l'Allemagne et consolida la réputation d'Hitler en tant que dirigeant nazi, un phare du nationalisme de droite. Mais il lui enseigna aussi quelque chose d'inestimable. La force brute seule ne fonctionnerait pas. Il ne passa que 9 mois de cette peine de 5 ans en prison et pendant ce temps, il affina ses croyances et sa stratégie, les détaillant dans son livre Mein Kampf. Sous sa direction renouvelée, le fascisme deviendrait partie intégrante du parti nazi. Mais cette fois, ils exploiteraient le système politique existant et accéderaient au pouvoir légalement par un vote populaire. La leçon du putsch de la brasserie n'était pas que la révolution était mauvaise, mais qu'elle devait être accomplie par d'autres moyens. L'urne électorale, Hitler le comprenait désormais, pouvait être une arme plus puissante qu'un revolver. Il n'est pas nécessaire de prendre d'assaut les portes de la démocratie si l'on peut persuader les gardiens de vous laisser passer. Tout au long des années 1920, Hitler consolida son pouvoir en tant que chef du parti nazi. Mais, malgré ses efforts, le parti obtint des résultats médiocres aux élections de 1924 et 1928, l'économie allemande s'étant stabilisée.
La République, fragile qu'elle était, semblait trouver ses marques. Puis vint la Grande Dépression, et tout changea. La misère économique généralisée en Allemagne offrit un terrain fertile aux nazis, qui proposaient une alternative forte et décisive à un gouvernement faible. Le chômage monta en flèche. Les économies furent anéanties pour la deuxième fois en une décennie. Les familles qui avaient lutté pour retrouver la stabilité après l'hyperinflation se retrouvèrent à nouveau démunies. Les gouvernements en place ne pouvaient tout simplement pas faire face à la crise économique, politique et sociale. En juillet 1932, le parti nazi avait remporté le plus grand nombre de voix et était devenu le plus grand parti du Reichstag. Mais il n'avait pas obtenu la majorité, alors Hitler s'efforça de former une coalition conservatrice avec lui-même comme dirigeant. Le chef de l'État était le vénéré mais très âgé et fragile président Hindenburg, un homme qui ne voulait pas nommer Hitler. Il le méprisait. Mais finalement, Hindenburg céda, car son propre entourage le pressait de procéder à la nomination. Et ainsi, en janvier 1933, Adolf Hitler devint chancelier d'Allemagne, bien qu'il ne fût pas le premier choix du peuple. Son ascension au pouvoir était légitime, exactement comme il l'avait planifié. Il positionna rapidement des figures nazies clés telles que Hermann Göring à des postes influents. Le public allemand peut être épuisé par les changements politiques constants, semblait largement indifférent au régime nazi émergent. Après des années de gouvernement à la porte tournante, un nouveau chancelier ne semblait guère valoir la peine de s'inquiéter. Mais ce n'était pas un gouvernement ordinaire. C'était un gouvernement dirigé par un homme qui avait écrit ouvertement sur ses intentions, qui avait passé une décennie à dire à quiconque voulait l'entendre exactement ce qu'il comptait faire. Et pourtant, lorsqu'il arriva au pouvoir, beaucoup le considérèrent comme une figure temporaire, un homme qui pouvait être géré, contrôlé ou simplement surpassé par le temps. Ce fut une erreur de calcul qui coûterait au monde plus que n'importe quelle erreur de l'histoire moderne. Bientôt, les événements révéleraient le parti nazi et son dirigeant comme rien de comparable à un gouvernement démocratique ordinaire. Tandis que les idéologies d'Hitler et de Mussolini alimentaient leur ascension au pouvoir en Europe, en Chine, ce ne fut pas un fasciste qui accéda au rôle de dictateur, mais un membre fondateur du Parti communiste chinois, Mao Zedong. Son chemin vers le pouvoir serait long et sanglant. Le Parti communiste chinois, ou PCC, fut fondé en 1921. Son rival, le Kuomintang, ou KMT, avait été formé seulement 2 ans plus tôt avec des idéaux nationalistes. Ensemble, ils forgèrent une alliance fragile pour mettre fin aux troubles politiques en Chine. La raison pour laquelle ces partis formèrent ce front uni était à la demande du Comintern. Moscou encourageait tous les partis communistes en Asie, y compris en Chine, à coexister et collaborer avec les partis nationalistes bourgeois plutôt que de lancer immédiatement la révolution contre eux. Mais avec un tel fossé entre leurs idéologies, la coalition était vouée à l'échec. Elle s'effondra en 1927, menant au massacre de Shanghai. Entre 5 et 10 000 communistes et gauchistes furent brutalement purgés par des milices dirigées par le général du Kuomintang, Chiang Kai-shek. Ce fut un bain de sang qui définirait la politique chinoise pour une génération. D'anciens alliés se retournèrent les uns contre les autres, avec une férocité qui choqua même les observateurs les plus endurcis. Ce fut le début de la guerre civile chinoise, et c'est à ce moment que Mao allait faire sa marque. Nombre des membres survivants du parti après le massacre de Shanghai s'établirent dans les régions montagneuses de Jinggang, mettant en place ce qui équivalait à un État dans l'État qui durait jusqu'en 1934. En octobre de cette année-là, les armées de seigneurs de guerre, travaillant pour le gouvernement nationaliste du Kuomintang, avaient encerclé les zones communistes, formant un blocus. Mais les forces du PCC, l'armée rouge, trouvèrent le bon moment pour percer les brèches du blocus. Ce qui suivit fut la longue marche, une retraite ardue de 8000 miles durant une année entière et impliquant plus de 97 000 personnes. Ils marchèrent à travers des terrains montagneux et des contrées inexplorées, essuyant les tirs des seigneurs de guerre locaux et des avions de guerre de Chiang Kai-shek. L'ampleur de la souffrance était presque incompréhensible. Des hommes et des femmes qui avaient survécu au massacre de Shanghai faisaient maintenant face à la famine, à la maladie et à l'hostilité implacable du paysage lui-même. Des colonnes entières disparurent dans les marécages. D'autres moururent de froid en traversant des cols de montagne. En novembre, l'armée rouge perdit près de 40 000 soldats lors de l'affrontement avec les nationalistes à la rivière Xiang. Ce fut une catastrophe. Près de la moitié de leurs forces anéanties en un seul engagement. La perte dévastatrice força le Parti communiste à repenser entièrement sa stratégie. Lors d'une conférence en janvier 1935, les commandants de l'armée furent remplacés par un nouveau groupe de dirigeants, dont Mao.
sa ruse politique lui avait valu une position plus puissante et plus éminente que jamais, et Mao allait transformer ce qui avait été un assemblage hétéroclite de communistes survivants et de recrues inexpérimentés en un groupe endurci de fidèles dévoués qui croyaient que les contributions de Mao, au-dessus de celles de quiconque, l'établissaient comme le théoricien suprême du parti et son futur dirigeant. En 1937, les hostilités entre le Kuomintang et le PCC s'apaisèrent lorsque les deux groupes formèrent une autre union fragile pour défendre la Chine contre l'invasion japonaise durant la Seconde Guerre sino-japonaise. Mais en 1945, après la reddition et la défaite du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre civile chinoise se poursuivit. Durant cette phase finale, l'hyperinflation, causée par les nationalistes qui imprimaient de la monnaie pour financer l'effort de guerre, avait creusé un fossé toujours plus grand entre riches et pauvres en Chine, un vide que le Parti communiste était plus que disposé à combler. En septembre 1949, les communistes prirent enfin le contrôle du pays, et le 1er octobre, debout sur la tribune de la porte Tiananmen, Mao Zedong proclama la fondation de la République populaire de Chine et prit sa place en tant que président. Ce fut un moment de triomphe pour le mouvement communiste, l'aboutissement de décennies de lutte, de la longue marche, des massacres et des batailles, et des années passées dans des refuges de montagne à rêver de ce jour. Il ne restait plus qu'à consolider son pouvoir, et Mao n'avait aucune intention d'y aller en douceur. Comme Mao, certains dictateurs construisent leur régime à partir de rien, d'autres tordent les régimes existants en leur faveur. En Union soviétique, Joseph Staline utilisa ses extraordinaires compétences administratives et politiques pour s'élever au pouvoir au sein d'une bureaucratie massive. Il ne détruisit pas tant l'ancien système qu'il ne le plia à sa volonté. Membre des bolcheviks, Staline joua un rôle de soutien précieux durant la révolution de 1917. Après la prise du pouvoir par les bolcheviks, Vladimir Lénine donna à Staline sa première chance. En 1922, il fut nommé secrétaire général du parti bolchevique, un poste que pratiquement personne d'autre ne voulait, car les intellectuels du parti le voyaient comme une sorte de travail subalterne pour quelqu'un qui aimait vraiment classer les cartes de membres, mais cela devint l'épine dorsale du pouvoir de Staline au sein du parti, car il connaissait intimement les cadres. Dans ce rôle, Staline participait à l'élaboration de la politique de l'État, mais il avait aussi une influence significative sur les nominations au sein du parti, lui permettant de placer ses partisans à des postes clés dans tout l'appareil. Lorsque Lénine mourut en 1924, une série de luttes de succession émergea immédiatement. Il n'existait aucun mécanisme de succession. Staline devait se battre. Il se battit contre les camarades les plus proches de Lénine, et il devait démontrer au Parti communiste qu'il était le vrai léniniste, le vrai successeur. Il y avait plusieurs rivaux potentiels, mais les deux plus éminents étaient probablement Trotsky, qui avait bâti l'armée rouge et était énormément populaire au sein du parti, et Boukharine, un autre intellectuel et économiste qui manquait de soutien large parmi la base. Le contrôle de Staline sur l'appareil du parti lui donnait un avantage qu'aucun des deux hommes ne pouvait surmonter. Il se battait pour ce qu'on pourrait appeler un statut apostolique, se positionnant comme le véritable apôtre, tout en qualifiant tous les autres de Judas. Trotsky fut présenté comme le super traître, l'hyper-renégat. Chaque désaccord devenait une preuve de trahison. Chaque idée alternative devenait une preuve de corruption idéologique. Staline ne se contenta pas de vaincre ses rivaux. Il les effaça du récit même de la révolution. Il fallut du temps à Staline pour établir son pouvoir absolu. Avec une cruauté implacable, il élimina tous les rivaux potentiels au sein du parti, en qualifiant beaucoup de déviationnistes, un par un, les vieux bolcheviks, les hommes qui avaient marché aux côtés de Lénine, qui avaient risqué leur vie pour la révolution, furent écartés, rétrogradés, exilés, pire. À la fin des années 1920, Staline avait forcé Trotsky à l'exil et s'était fermement établi comme le dirigeant suprême de l'Union soviétique, tout comme Mao. Ses prochaines étapes seraient de consolider ce pouvoir, et la décennie suivante de son règne serait définie par la violence et la terreur à une échelle que les fondateurs de la Révolution n'auraient jamais pu imaginer. De nombreuses années après l'ascension de Staline au pouvoir, dans une partie très différente du monde, Mouammar Kadhafi allait devenir partie d'une nouvelle génération de dictateurs. Mais plutôt que de s'emparer du pouvoir par des manœuvres politiques, il le saisirait par la révolution. De nombreux pays d'Afrique n'avaient que récemment obtenu leur indépendance après de longues années de colonialisme européen. En conséquence, leurs institutions étaient extrêmement faibles, ce qui rendait beaucoup plus facile pour des dirigeants aux ambitions personnelles de prendre le contrôle. La Libye était l'une des nations les plus pauvres du monde. La découverte du pétrole en 1959 aurait dû transformer le pays, mais dans un effort pour centraliser le contrôle économique,
Le monarque pro-occidental, le roi Idriss, abolit la gouvernance régionale. Le roi était considéré par beaucoup comme incroyablement corrompu et incompétent, un traître pour avoir soutenu l'Occident. Kadhafi était capitaine dans l'armée libyenne et s'opposait véhémentement à l'impérialisme occidental. Son ascension au pouvoir fut alimentée par l'opportunisme et il était un homme fait de lui-même doté d'un charisme considérable. Il créa le mouvement des officiers unionistes libres en 1964 et complota contre la monarchie pendant 5 longues années. Le 1er septembre 1969, alors que le roi Idriss était en Turquie, ils bondirent. Les troupes de Kadhafi prirent le contrôle des aéroports, des stations de radio, du quartier général militaire et des bureaux du gouvernement. Le coup d'État rencontra peu de résistance. Le gouvernement monarchiste, évidé par la corruption et déconnecté du peuple qu'il prétendait servir, s'effondra en quelques heures. Lorsque le roi Idriss apprit ce qui s'était passé, c'était déjà terminé. Kadhafi s'était fermement établi comme le dirigeant suprême de la nation. Il avait 27 ans. Sa première priorité fut de purifier le pays de son passé, en arrachant tout vestige de l'ancien régime. Plutôt que de rendre le pouvoir à un gouvernement civil, Kadhafi se promut colonel et prit le contrôle des forces armées. Sa rhétorique parlait de construire un nouveau type de démocratie, mais c'était une imposture totale. Au final, le leadership de Kadhafi fut caractérisé par une cruauté absolue. La Libye fut transformée. Il y eut des changements positifs, des améliorations de l'irrigation, des soins de santé et de l'éducation. Les taux d'alphabétisation s'améliorèrent. La richesse pétrolière finança des projets d'infrastructures que la monarchie n'avait jamais priorisés. Mais beaucoup d'autres changements furent brutaux et draconiens. La liberté d'expression fut écrasée. Les partis politiques furent interdits. Les médias indépendants fermés. Les dissidents disparurent dans des prisons dont peu ressortaient. La répression violente était omniprésente. La révolution populaire de Kadhafi reflétait sa résolution inébranlable de voir ses idéaux révolutionnaires réalisés, même si cela signifiait, comme l'a dit un observateur, traîner son peuple vers sa version du paradis enchaîné. Le libérateur était devenu le dictateur, et la Libye ne serait pas libérée de lui pendant plus de 4 décennies. Peu après l'ascension de Kadhafi au pouvoir, une autre nation allait se révéler être une poudrière pour la révolution. Au début des années 1970, le peuple chilien était prêt à allumer la mèche. Augusto Pinochet était un militaire de carrière décoré. Il ne semblait pas avoir d'aspiration au leadership politique. Mais les événements de septembre 1973 allaient le propulser vers le pouvoir absolu. Au début des années 70, le Chili avait d'énormes écarts entre riches et pauvres. Dans ce contexte, Salvador Allende fut élu en tant que dirigeant socialiste qui voulait réformer l'État chilien. Mais au milieu de la guerre froide, les États-Unis considéraient les politiques socialistes d'Allende comme un peu trop communistes. Dès son élection, en 1970, les États-Unis entreprirent de le saper. Ils cessèrent de fournir une aide financière au Chili et le programme socialiste d'Allende fut torpillé par l'implication américaine et les plans pour le pousser hors du pouvoir. Au printemps 1973, avec une économie en crise et au milieu de grèves persistantes, de manifestations et de son soutien décroissant au sein de l'armée, le général Pratt démissionna de son poste de commandant en chef. Le président Allende promut Augusto Pinochet à sa place. Allende ignorait qu'il venait de préparer le terrain pour sa propre chute et pour les jours les plus sombres du Chili. Face au mépris public croissant envers le régime d'Allende, Pinochet mena un coup d'État violent pour démanteler le gouvernement socialiste. Il prit forme rapidement dans la ville navale de Valparaíso. En fin de matinée, ses forces armées avaient pris le contrôle de presque tout le Chili. Le 11 septembre 1973, le jour où la démocratie chilienne mourut aux mains de l'armée. Les forces armées encerclèrent le palais présidentiel, la Moneda, cet élégant bâtiment blanc qui se dressait comme symbole de la gouvernance chilienne depuis plus d'1 siècle. Des avions de chasse mitraillèrent le palais depuis les airs. Des chars bordaient les rues environnantes. Salvador Allende eut le choix entre démissionner ou fuir le pays. Il refusa les deux. Il mourut dans des circonstances mystérieuses, soit de sa propre main, soit aux mains de ceux qui étaient venus le renverser. À ce jour, la vérité reste contestée. À 14h30, Pinochet était aux commandes. Les généraux qu'il avait placés là croyaient qu'il était un dirigeant modeste, qui ne personnaliserait pas le pouvoir. Il s'attendait à un homme de paille, quelqu'un pour garder le siège au chaud pendant que l'armée réglait les problèmes du pays. Ils avaient profondément tort. Pinochet avait d'immenses ambitions, et le modeste militaire de carrière disparut presque du jour au lendemain, remplacé par un homme qui avait l'intention de remodeler le Chili à son image. La dictature de Pinochet, comme tant de dictatures militaires en Amérique latine, poursuivit une répression violente contre ses ennemis perçus. Emprisonnement sans procès, torture, disparition, meurtre. Les méthodes étaient systématiques et délibérées. Pinochet militarisa rapidement le gouvernement.
plaçant du personnel militaire de confiance dans des rôles administratifs clés et intégrant toutes les forces de sécurité dans un appareil centralisé de police secrète, la DINA, qui ne répondait qu'à lui seul. Les gauchistes présumés, les dirigeants syndicaux, les étudiants, les intellectuels, quiconque avait soutenu Allende ou était considéré comme une menace pour le nouvel ordre devenait une cible. Les pauvres urbains, les travailleurs et les petits propriétaires terriens ruraux supportèrent le poids de ce nouveau régime, leurs droits et leur dignité leur étant arrachés. Des milliers furent détenus au stade national de Santiago, qui fut converti en prison de fortune et centre d'interrogatoire. Les disparus Los Desaparecidos devinrent une catégorie entente des victimes du régime, des personnes qui furent emmenées et jamais revues, dont les familles furent laissées dans un limbe perpétuel, incapables de faire leur deuil, incapables d'avancer. En octobre 1973, Pinochet avait détruit les vestiges du règne d'Allende, s'était fermement établi comme président du Chili et allait gouverner en dictateur autoritaire pendant 17 ans. Sa trajectoire de soldat loyal à tyran impitoyable fut une nouvelle entrée dans un schéma qui aurait dû être désormais reconnaissable, mais la leçon, semblait-il, était toujours apprise trop tard. Détruire les anciens régimes, gouverner par la répression, l'ambition du pouvoir absolu, autant de caractéristiques du règne de Pinochet, mais aussi caractéristiques de la consolidation du pouvoir de Mussolini des décennies plus tôt. Lorsque Mussolini fut nommé Premier ministre en octobre 1922, il dirigeait un gouvernement de coalition, encore loin de sa vision d'une Italie fasciste unifiée sous le pouvoir de l'État. Mais bien sûr, il utilisa l'opportunité pour construire son pouvoir petit à petit, employant une double stratégie. D'un côté, il présentait le visage respectable du fascisme au public. De l'autre, la matraque, la violence de rue continuait en coulisses. Petit à petit, Mussolini travailla à éroder le système politique jusqu'à ce qu'il reflète son idéal fasciste ultime. En novembre 1923, le Parlement adopta la loi Acerbo, selon laquelle le parti remportant la plus grande part des voix obtiendrait une majorité des 2/3 à la Chambre. C'était une loi conçue pour faire une seule chose, éliminer toute opposition au Parlement. En 1924, dans une atmosphère de terreur, le parti fasciste de Mussolini remporta les 2/3 des voix aux élections générales. Puis en 1925, avec une majorité parlementaire assurée, il déclara une dictature à part entière. Une fois devenu dictateur, Mussolini eut les mains libres. Il soumit son propre parti politique, car bien qu'il en eût besoin, il ne pouvait les tolérer comme des forces incontrôlables, susceptibles de contester son autorité. Le parti existait pour le servir, et non l'inverse. En 1928, une série de lois avait démantelé les institutions démocratiques, établi un État à parti unique, et confirmé la position de Mussolini comme seul dirigeant Ildus, avec le contrôle de toutes les fonctions gouvernementales. Ce qui avait commencé comme un mouvement promettant de restaurer la grandeur de l'Italie était devenu une machinerie de contrôle total. La presse fut muselée, les partis d'opposition furent interdits, les syndicats indépendants dissous. Les tribunaux répondaient aux partis, et au centre de tout cela siégeait un seul homme, convaincu que sa volonté et la volonté de l'Italie ne faisaient qu'une. Son règne brutal durerait 2 décennies, culminant en une alliance avec l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Tous les dictateurs utilisent des techniques similaires pour consolider le pouvoir et réprimer l'opposition. Mao Zedong ne fait pas exception à ce schéma. Lorsque le PCC prit le pouvoir en octobre 1949 et proclama la République populaire de Chine, ils réalisèrent qu'ils contrôlaient désormais un pays entier pour la première fois et que leurs ennemis nationalistes, numériquement et technologiquement supérieurs, avaient encore ce qu'ils considéraient comme une présence et une influence réelle à travers la nation. La consolidation nécessitait une campagne à plusieurs niveaux pour plier la volonté du pays au régime. Dans les campagnes, ils poursuivirent la réforme agraire, déracinant les loyalistes du Kuomintang, se débarrassant des propriétaires terriens qui avaient prospéré sous le système nationaliste, éradiquant ce qu'ils appelaient les tendances capitalistes au niveau des villages. La redistribution des terres des propriétaires aux paysans démantela l'ancienne hiérarchie féodale et obtint le soutien crucial de la paysannerie, qui constituait la majorité de la population. Dans les villes, la campagne pour réprimer les contre-révolutionnaires était un effort organisé par le PCC pour identifier et éliminer les partisans nationalistes restants. Ceux qui étaient identifiés étaient purgés, rééduqués par le travail ou exécutés sommairement. Intellectuels, enseignants, scientifiques, artistes et écrivains, tous furent pris dans les purges. Tout libre penseur était considéré comme une menace pour l'idéologie maoïste. Ce fut l'une des campagnes les plus brutales des débuts de la République populaire.
Elle culmina finalement en une déclaration selon laquelle ces tendances contre-révolutionnaires avaient été éliminées et que le parti pouvait désormais procéder à la mise en œuvre du socialisme et du communisme en Chine. C'était l'objectif de Mao. Dès le début, ils avaient pris le contrôle. Ils avaient établi la République populaire. Rien de moins que la soumission totale ne suffisait. Dissidents purgés, opposition écrasée. C'est une partie standard du manuel du dictateur, et c'est nécessaire à un État totalitaire. Mais que se passe-t-il lorsque la paranoïa du dirigeant est si grande qu'il commence à voir des ennemis partout? Après presque une décennie au pouvoir de Staline, en 1936, l'Union soviétique connut l'un des épisodes les plus glaçants de l'histoire moderne. Durant la Grande Purge, chacun était un suspect potentiel. Cela commença par la terreur dirigée contre l'élite du parti et de l'État. Mais cela engloba rapidement de larges pans de la population. La police secrète s'en prit à toutes sortes de prétendus marginaux sociaux, essentiellement quiconque était présumé être un ennemi du pouvoir soviétique. Staline voyait l'Union soviétique comme une immense forteresse, assiégée de toutes parts, et la police secrète était là pour purger toute tentative de saper cette forteresse. Sa vision du socialisme était celle d'un bastion assiégé et menacé qui exigeait une vigilance constante. Le plus grand nombre d'exécutions durant la Grande Purge ne concerna pas les élites du parti avec lesquelles toute la campagne avait commencé. C'étaient des citoyens soviétiques ordinaires, des gens du commun emportés dans une machinerie de terreur. Après avoir enduré des menaces, de la torture et des interrogatoires, nombre d'accusés confessaient des crimes qu'ils n'avaient jamais commis. La police secrète de Staline, le NKVD, décidait du sort de ces prétendus anti-soviétiques sur le champ, menant souvent à une exécution rapide. Dans sa paranoïa extrême, Staline devint convaincu que 30 000 membres de l'armée rouge complotaient contre lui. Il les fit exécuter, généraux, colonels, officiers qui avaient servi l'État soviétique loyalement pendant des années. Et dans un développement glaçant, il rendit les familles responsables des crimes d'un homme, ce qui signifiait que des enfants de 12 ans pouvaient être exécutés. La peur devint le principe organisateur de la vie soviétique. La confiance devint un luxe que personne ne pouvait se permettre. Puis, de manière stupéfiante, Staline entreprit d'éliminer ceux qui avaient facilité son ascension au pouvoir. Aussi audacieuses et haineuses que fussent les actions de Staline, il opérait depuis l'ombre son autorité une omniprésence dissimulée. Il ne se tenait pas au balcon pour haranguer des foules adoratrices, comme le faisaient Hitler ou Mussolini. Son pouvoir était plus discret, plus insidieux. C'était le pouvoir du coup frappé à la porte à minuit, du dossier qui pouvait être produit à tout moment, de l'aveu extrait dans une pièce en sous-sol que le monde extérieur ne verrait jamais. C'était une dictature de chuchotement et à bien des égards, cela la rendait plus terrifiante que tout autre. Si le pouvoir de Staline était un murmure implicite, celui d'Hitler était un cri déclaratif. Son autorité ouvertement assumée, sa volonté de saisir chaque opportunité pleinement affichée. Mais malgré leurs différences de style, leurs méthodes suivaient le même arc, et pas seulement les leurs. Mussolini, Mao, Kadhafi, Pinochet, Staline, Hitler, chacun venait d'idéologies différentes, de continents différents, de décennies différentes. Et pourtant, lorsque l'on trace la ligne de l'ambition au pouvoir absolu, les étapes sont d'une similitude obsédante.